Bienvenue à l'émission Un jour à la fois, en compagnie de Luc et son équipe. Bonjour à tous, ici votre animateur Luc. Bienvenue à l'émission Un jour à la fois, qui est dédiée au mouvement des alcooliques anonymes. Les alcooliques anonymes sont une association de personnes qui partagent entre elles leur expérience, leurs forces et leur espoir dans le but de résoudre leurs problèmes communs et d'aider d'autres alcooliques à se rétablir. Le désir d'arrêter de boire est la seule condition pour devenir membre des AA. Les AA ne demandent ni cotisation ni droit d'entrée. Nous nous finançons par nos propres contributions. Les AA ne sont associés à aucune secte, confession religieuse ou politique, à aucun organisme ou établissement. Ils ne désirent s'engager dans aucune controverse. Ils n'endossent et ne contestent aucune cause. Notre but premier est de demeurer abstinent et d'aider d'autres alcooliques à le devenir. Nous recevons aujourd'hui, comme à chaque semaine, un membre de cette fraternité. Notre invité vient nous parler de sa vie, des difficultés de son passé et de son expérience de rétablissement. Vous allez entendre son partage en 4 segments durant l'émission. C'est animé et surtout animé à la radio, c'est toujours plaisant quand on reçoit des invités qu'on connaît, qu'on a appris à connaître et qu'on chemine avec eux. Et aujourd'hui, c'est une très belle personne que j'ai, avec un beau cheminement puis un beau mode de vie maintenant que j'ai hâte de vous faire découvrir. Alors, je vous présente Clément. Bonjour mes amis, je m'appelle Clément, je suis alcoolique. Très heureux d'être avec vous autres ce soir. D'ailleurs, c'est ma 2e fois à la radio, puis je suis excité de revenir. Puis, il me semble que ça fait longtemps, la première fois. Puis je suis content de parler à mes frères et sœurs AA, parce que ce que je veux vous conter, j'espère, peut vous donner en tout cas le goût de faire un meeting de plus demain. Je vais commencer comme on suggère d'habitude, ce qu'on était, ce qui est arrivé, puis comment on est aujourd'hui. Je viens de Québec, je suis un petit gars qui est adopté à 3 mois. Puis dans mes années, moi je vais avoir 67 ans, là, fait que dans mes années, les mères monoparentales, je dirais les femmes enceintes pas mariées, c'était pas accepté par les familles, c'était rejeté. Fait que ce que les gens faisaient, ils tassaient la fille, puis elle allait accoucher soit chez les sœurs ou à l'hôpital ou à cachette. Je vais être placé dans un orphelinat, puis j'ai mes parents adoptifs vont venir me choisir. Je dis me choisir parce qu'effectivement, quand on est rentré dans la salle, on était comme plusieurs, je dirais une couple de centaines de bébés. Dans ce temps-là, c'était à la mode, ça s'appelait les crèches, les orphelinats. Puis ils font les rangées, puis ma mère adoptive, elle va crier à mon père qui, lui, est stérile. Là. Ils vont chercher un enfant parce que mon père veut un fils. Ma mère, moi, c'est plus une femme de carrière, mais lui, il en veut un. Fait que ils vont faire les rangées, puis ma mère, elle me voit, puis elle me dit que je lui ai souri. Fait qu'elle s'est virée de bord, puis elle a crié « Fernand, regarde, il y en a un qui sourit ici, puis c'est le même qui m'ont choisi. » J'ai toujours ri de ça parce que ma mère puis moi, ça a toujours été l'eau puis le feu. On s'est jamais entendu. Elle a dû regretter longtemps de m'avoir choisi, tu sais. Tout ça pour dire que mon père, dans ce temps-là, c'est un alcoolique en puissance. Lui, il va rentrer dans Alcoolique Anonyme après avoir fait, à Québec, avoir fait beaucoup de dégâts. Il va arrêter de boire quand j'ai 11 ans. Fait que quand je vais naître, lui, il est encore dans son actif. Il est dans la trentaine, fin vingtaine, début trentaine, puis il roule au fond. Là. Il a de l'énergie, il y a une couple de beaux-frères qui sont avec lui. Ils sont sur le party souvent. Ma mère, elle va être obligée d'aller travailler parce qu'il est absent souvent, puis l'argent n'est plus là. Ça fait qu'il est obligé de travailler pour payer le loyer, ces affaires-là. Ça fait que je vais me faire garder. Moi, 2-3 ans, déjà, je connais des gardiennes. À 5 ans, je vais rentrer dans un pensionnat pour être capable d'aller à l'école, puis qu'on s'occupe de moi. Ça fait que je peux sortir le dimanche après-midi. De temps en temps, c'est arrivé, d'ailleurs, des dimanches après-midi, que j'étais dans le portique du pensionnat, puis mon père était parti là-bas, il m'avait oublié, tu sais. Fait que les sœurs, j'étais des sœurs, ils venaient me rechercher, puis me ramenaient avec les autres petits gars. J'ai pas... pour moi, c'est pas une expérience négative, ça. J'ai adoré... j'étais un gars que j'aime les gens, puis le pensionnat, on était comme 400 petits-enfants, là. 400 petits gars. Fait que je m'amusais beaucoup. Et puis, j'ai une nature un peu... je dirais, pas délinquante, mais j'ai une légère allergie à l'autorité. Puis les sœurs, il y en a beaucoup d'autorité. Ça fait qu'ils ont eu un peu de difficulté avec Clément. Moi, j'ai adoré l'expérience, même si ils m'ont chicané souvent. Je vais sortir de là à 9 ans.
Parce que, justement, mon père a fait assez de dégâts à Québec. Il a volé son beau-père de 5000 pièces. C'est comme dans les années 60, c'est beaucoup d'argent. Beaucoup, ouais. Fait que, on va se sauver à Montréal. Il y a une opportunité d'aller vivre chez un de mes oncles. Puis moi, je vais commencer à vivre la vie de famille. Pour moi, c'est nouveau, ça, la vie de famille. J'ai même pas d'impression d'avoir de lien, je dirais, de racines. Un peu comme un enfant. Puis là, je vous parle par observation. J'ai pas l'expérience, mais j'ai observé que des gens, quand on vit un milieu familial ordinaire, il va avoir un lien avec le parent, puis le parent du parent, puis il y a un lien là, de famille, un lien de souche. Moi, j'ai pas ça, à cause d'être adopté, puis en plus de ne pas avoir vécu le contexte familial à cause du pensionnat, ben j'ai pas ça, même avec mes parents adoptifs. Fait que pendant une grande partie de ma vie, moi, je vais apprendre à essayer de développer des liens affectifs proches avec mes parents, parce que pour moi, c'est... Je ne veux pas dire le mot étranger, mais ils sont éloignés. En plus, ben j'ai une personnalité alcoolique. Moi, je me sens souvent une cheville carrée d'un trou rond. J'ai l'impression de ne pas être à ma place. Fait que je n'ai comme deux couches, là. Tu sais, j'ai la couche de ne pas avoir vécu de famille, puis j'ai en plus d'être toujours avoir l'impression que je suis pas à la bonne place. En tout cas, je suis tout seul, puis la gang est à côté de moi, tu sais. Moi, je vais commencer à boire à 13 ans. Là. Mon père, il arrête à 11 ans de consommer. Ça fait que là, la vie va commencer à revenir à une vie normale. Heureusement, parce que moi, dans ce temps-là, le père, je le vois pas. Puis c'est lui qui me veut. Là. Si on revient au début, c'est lui qui voulait un fils, mais il est toujours absent. Puis quand je le vois, de 9 ans à 11 ans, là, quand je le vois, il revient à la maison, il est bien sous, il se couche dans le sous-sol, puis il dort. J'ai pas de regard négatif sur l'alcool, mais je vois que mon parent, avec qui je suis le plus proche, il n'est jamais accessible. Quand il va arrêter de boire, là, on va commencer à vivre une relation père-fils qui va être le fun, malgré mes déboires d'alcool, parce que lui, il a arrêté, là. Moi, je vais commencer à boire, ça fait 2 ans que c'est un mama. Puis il va me laisser toute la durée de mon alcoolisme. Moi, ça va m'emmener à ma déchéance. Je vais l'avoir à 29 ans. Je viens d'avoir 29 ans. Puis dans ces 16 années-là, jamais il va y avoir de commentaires ou de critiques ou de jugements à mon endroit sur ma consommation d'alcool ou de drogue, parce que dans mes années, les années 70, il y a à peu près n'importe quoi qui est disponible, là, tu sais. Mais ça a toujours été la boisson mon déclencheur, puis c'est la boisson que j'ai aimée en premier. Dans mon adolescence, quand on va déménager à Ville-la-Salle, puis je vais vivre des expériences. À Ville-la-Salle, il y a la compagnie Labatt. Là, on va aller voler une caisse de bière là, dans les trains, les wagons vides en arrière. Là, il y a entrepose du stock, mais on vole ça, on se sauve en courant, on est drôle, là, on trouve ça le fun. J'ai 2-3 petits amis. Moi, j'ai commencé le secondaire à Ville-la-Salle. Le secondaire, c'était une polyvalente. C'est une des premières polyvalentes dans le sud-ouest. Même, je pense que c'est la première qui ouvrait. Okay. Fait que là, je vais tomber avec 1200 étudiants, puis moi, je vais triper au bout. Les filles sont là, c'est le fun. Ils organisent des petites danses le vendredi soir, puis je vais m'amuser. Puis, il faut que je vous dise que une de mes grandes qualités, c'est la paresse. Fait que moi, faire des efforts, j'aime pas ça. J'aime manquer des cours souvent. J'aime m'amuser avec mes amis. On va faire des petits vols parce que de l'argent facile, c'est le fun. Ma mère, mes parents, là, ils travaillent beaucoup. Mon père est sobre, il décide de se reprendre en main. Il a arrêté de boire il y a 40 ans. Fait que pour lui, se reconstruire, ça va être un gros défi. Il va avoir 2 emplois, puis ma mère est couturière de formation. Elle va commencer à coudre pour des magasins. Elle va trouver des magasins, puis elle va dire les altérations, les bas de pantalon, les bas de jupe, je peux faire ça. Puis elle va se construire une clientèle rapidement qui vient à la maison pour les ajustements, puis qui paye cash. Moi, dans la maison, ma mère est souvent occupée à la machine à coudre, puis il n'est pas là, il a 2 jobs. Fait que je vais fouiller dans sa coche à ma mère. Fait que moi, jeune, j'ai du cash, là, il n'y a pas de problème. Ma mère, elle ne voit pas les 20$ qui revolent, mais moi, j'ai du fun avec ça. Fait que je suis capable de me payer. Dans mes années, c'est Grand Sec d'Orléans, Baby Doc, il y a toutes sortes de cochonneries qui se vendent aux dépanneurs à pas cher. Fait qu'à 20$, tu vis une belle vie, là. Fait que je vais traiter mes petits amis. On va à l'école. Je suis pas un vaillant. Ça fait que l'école, j'y vais pas souvent. Le résultat, c'est que
Je vais avoir du fun vite, moi, là. Je vais vivre la belle vie. J'ai pas de contrôle parental. Mes parents sont absents. Ils sont occupés. Fait que mon adolescence, je vais la vivre seule puis à faire ce que je veux. Dans la même année, à 13 ans, je vais vivre une expérience sexuelle qui va me transformer. Il va transformer complètement mon adolescence. Et je suis avec, je vais vous le compter, là, je suis avec 2-3 de mes petits amis un samedi après-midi dans le sous-sol chez nous. Et mes parents sont à la piscine, puis il est 4 heures, 5 heures. Là, mes amis s'en vont souper. Il y a la sœur aînée d'un de mes amis, elle vient le chercher, puis elle le renvoie à la maison, puis elle reste avec moi. Ça, c'était la fille, elle avait 18 ans. Puis elle a dû me trouver, je devais être beau quand j'étais à 13 ans parce qu'elle a décidé d'utiliser mon corps pour se faire plaisir. Fait que moi, je vais connaître une relation sexuelle totale à 13 ans, puis je vais adorer ça. Là. Pour moi, c'est pas un abus, c'est pas du viol, c'est pas rien de ça. Pour moi, c'est le nirvana. C'est comme fantastique. Fait que ce que ça a fait, ça a changé ma relation avec les filles. Moi, les petits becs, le vendredi soir, la danse, là, j'en veux plus. Moi, je veux la totale. Mais les filles ont 13 ans. Fait qu'à 13 ans, les filles qui veulent la totale, il n'y en a pas beaucoup. Fait que je vais avoir beaucoup d'efforts à investir là-dedans ou les saouler pour être capable de faire la chose, tu sais. Oui, je vais avoir toute une histoire. Ce que je dis, pour moi, là, ce qui est sorti de ça, que j'ai compris après avec le temps puis le recul en arrière, c'est que la sexualité, je vais l'utiliser pour créer un lien affectif. Moi, le fait de ne pas avoir de lien familial fait que émotivement, j'ai comme un vide intérieur qui m'habite au niveau des relations affectives. L'affection, je n'en ressens pas. De toute façon, la génération avant moi, c'est une génération qui est difficile, c'est de l'après-guerre. Puis il faut comprendre d'où ils viennent. Je vais vous en parler un peu plus tantôt. Merci Clément pour ce premier segment, la cheville carrée dans un trou rond. Là. Je l'adore toujours. Et il nous rappelait aussi comment on peut aller chercher, comment on peut être freiné à penser qu'on peut aller chercher de l'affection, de l'amour un peu partout, dans des endroits qu'on se rend compte maintenant, après coup, oh, j'étais pas à la bonne place. Mm-hmm. On vous laisse sur une courte pause et on vous revient. Comme une force de la nature, l'alcool commence à détruire notre monde. Le chaos nous envahit. Nous perdons le contrôle de notre vie. Mais on peut arrêter la tempête. Les alcooliques anonymes peuvent nous aider à traverser la tempête un jour à la fois. Dans les jours sombres, il y a de l'espoir. Il y a les alcooliques anonymes. Si l'alcool est devenu un problème dans votre vie, nous sommes dans l'annuaire téléphonique et sur le site aa.org. Les alcooliques anonymes, nous pouvons aider. Vous écoutez présentement l'émission Un jour à la fois, en compagnie de Luc et son équipe. Nous sommes de retour à l'émission Un jour à la fois. Voici un court texte provenant de la littérature AA, aujourd'hui tiré des Réflexions de Bill, la page 330, choisie par Clément, Devenir adulte. Ces désirs d'adolescent qu'ont plusieurs d'entre nous pour l'approbation totale, la sécurité complète et l'amour parfait. Désir légitime à 17 ans s'avère une façon de vivre impossible à 47 ou à 57 ans. Depuis le début des AA, j'ai subi des coups très durs dans ces domaines parce que je n'avais pas acquis la maturité émotionnelle et spirituelle. Tout en progressant spirituellement, nous nous rendons compte qu'il nous faut réviser radicalement nos anciens comportements. Notre besoin de sécurité émotive et financière, de pouvoir et de prestige personnel, tout cela demande d'être tempéré et réorienté. Nous avons appris que la satisfaction de nos instincts ne peut constituer l'unique but de notre vie. En accordant la priorité à nos désirs, nous plaçons la charrue avant les bœufs. Nous serons refoulés dans la déception, mais si nous donnons la priorité au progrès spirituel, alors et alors seulement, nous avons de bonnes chances de progresser. Merci Clément pour un beau petit texte qui frappe, comme on se disait pendant la pause. Il vient chercher juste à la bonne place. Mm-hmm. Quand on a quitté tantôt, tu as parlé de ta première expérience qui t'a propulsé, comme on pourrait dire, dans la 4e dimension. Je vais te laisser continuer avec ce beau récit. Merci, Luc. Comme j'expliquais, la génération avant la mienne, c'est une génération qui démontre pas d'émotion. C'est une génération qui n'a pas de câlin. Il y a très peu de mots de « je t'aime » ou d'amour. D'ailleurs, je pense que j'en ai rarement vu
de mes parents, des échanges amoureux, que ce soit des caresses ou des prises dans les bras. J'ai eu peu d'exemples de ça. Ce qui fait que quand les premières expériences sexuelles que j'ai vécues, moi, je connectais au niveau de l'humain très près de l'humain, comme jamais on m'a pris dans mes bras. Fait qu'à travers la sexualité, j'ai comme senti que ça nourrissait une partie de moi au niveau de mon affectif. Puis j'avais un grand besoin que je savais pas. Moi, c'était cette expérience-là avec la fille, là, ça a été comme une découverte pour moi pour aller nourrir un intérieur. Bill, dans les écrits, il parle que les alcooliques, on souffre d'insécurité émotive. Moi, dans mon cas, j'avais comme un vide émotif. Pas sûr l'insécurité, mais le vide était là, c'est clair. Puis à travers la sexualité, j'ai trouvé que ça comblait une partie de ça. Fait que j'ai adoré ça. En plus, que c'est le fun, là, quand tu as 13-14 ans, tu découvres ta sexualité, puis tu la découvres de cette manière-là. C'est un raz de marée. Donc, je vais essayer d'avancer dans ça. Je consomme régulièrement. Je manque l'école souvent. Les petites filles, je m'amuse beaucoup. Je change d'une à l'autre. Il y en a une qui me plaît, la sœur d'un de mes amis d'école. Il va me la présenter, puis elle va se laisser faire. Puis on va développer une relation de codépendance forte à travers la sexualité. Je pense qu'elle vivait un même vide affectif que le mien. Fait qu'on s'est nourri de ça. Puis pendant 3-4 ans, moi, je vais être au bar. Dans mon coin, là, il va y avoir un endroit que j'adore. Là. Sur le même coin de rue, il y a un club de danseuses au deuxième étage. Au premier étage, il y a une taverne. Puis en face, l'autre bord de la rue, il y a un bar en plus. Fait que moi, j'adore ça. Là. D'ailleurs, c'est ma période féminine là, où je suis toujours là. Ce qui fait que l'infidélité, ça fait partie de mes affaires. La petite fille en question, elle me reprend régulièrement. Ça fait que moi, je vais vivre une sécurité là-dedans au niveau des relations avec les filles. Fait que je vais me garrocher, je vais consommer. L'alcool va prendre énormément de place, puis à mon insu. Moi, je veux juste m'amuser puis avoir du plaisir, être avec mes amis, puis être avec les petites filles. Fait que ça va progresser. Il va arriver toutes sortes de niaiseries qui arrivent aux gens quand on a des excès, soit d'abus d'alcool ou de drogue, que ce soit des accidents d'auto. Dans mon temps, j'ai eu plusieurs motos, j'ai eu des accidents de moto, un paquet de troubles, là. Mais je suis mineur, fait que la police va m'arrêter souvent, mais ça ne dure pas. On me garde une nuit, puis on s'en venait tantôt, puis j'ai plusieurs prisons de Montréal, moi, que j'ai connues une nuit ou quelques jours. Fait que c'est drôle parce que là, j'ai le recul de plusieurs années en arrière. La fille qui me reprend tout le temps, après 3-4 ans, elle est tannée de ça, puis il va arriver un événement 2 ans avant qui va la chavirer. Puis je pense que ça y a fait réfléchir à Clément, qu'est-ce qu'on fait avec lui. 2 ans avant, sa meilleure amie, à casse avec mon chum, qui m'a présenté sa sœur. Et puis, je la trouve belle, cette fille-là. Ça fait que je vais jouer du violon, puis finalement, il va arriver ce qui arrive, puis je la mets enceinte. Okay. Elle a 15 ans, j'en ai 16. Je vais essayer de faire face à la musique en lui offrant de la marier. Puis, ça fonctionne pas. Là. Son père me rejette. Moi, je suis content. J'ai comme l'impression que je me suis libéré d'un problème. Puis 2 ans plus tard, là, quand ma blonde, elle me dit, garde, je veux te laisser. Moi, dans ce temps-là, là, je vais la voir, la petite fille. Là. Je suis chez ORS, la fille que j'ai mis enceinte, puis je vois sa galerie, la petite brune. Là. Puis ça va me tordre un peu en dedans, parce que je sais que c'est ma fille. Je vais arriver chez nous, puis chez mes parents, puis je prends 2 bières, puis pouf, c'est oublié. Puis je vais me rendre compte qu'avec l'alcool, j'ai une capacité à enterrer les pires dégâts que je peux causer. C'est incroyable ce que ça me fait, cette affaire-là. Ça m'amène dans un état où je me fous là, du dégât que je vais avoir fait à autrui. Tu sais. D'ailleurs, aujourd'hui, quand je regarde mon passé, je pense que le poids le plus pesant que j'ai eu à négocier avec dans Alcoolique Anonyme, c'est les remords pour les proches à travers les années. Que tout ce que j'ai fait comme dégâts. Tu sais. Je pense que c'était ça le plus lourd à dégager. À 18 ans, j'ai un appel un samedi soir, puis ma blonde de 4 ans, là, elle me dit, regarde, je veux plus rien savoir de toi, là, ça s'en va nulle part. Puis le lendemain matin, moi, j'ai peur parce que là, c'est ma sécurité émotive numéro 1 que je perds. Là. Pour moi, ce lien-là, c'était très important.
Je retournais souvent, malgré toutes les aventures, je retournais toujours à elle. Cette codépendance-là avait créé un lien affectif fort, même si c'était pas une personne avec laquelle je m'entendais. Je m'entendais pas avec. Quand on était proches, on chicanait tout le temps. Là, ça n'avait pas de bon sens. Mais à travers la sexualité, on vivait un moment affectif fort. Fait que de le perdre, moi, la peur m'a pogné. Fait que le lendemain matin, je l'appelle, puis je dis « Veux-tu me marier? » Puis elle me dit « Oui. » On s'entend pas, on chicane tout le temps, mais elle me dit oui. Fait que là, je vais me marier, puis je vais me marier comme tout le monde. Là. J'ai des beaux cadeaux, un cordon de hache, puis tu sais, les affaires qu'on a quand on se marie. Fait que moi, je vais avoir un gros mariage. Je suis le premier dans ma famille. Tout le monde descend de Québec. Là, on est 200 quelques. Là. Puis moi, je suis dehors avec mes amis en train de fêter mes cadeaux. Puis le maître de cérémonie va venir me chercher. Puis il me dit, regarde, la soirée s'en va. Là. On veut te faire une danse du dollar à la fin. Moi, un mois avant de me marier, je me suis fait arrêter par la police pour un vol que j'avais fait. Fait que je vais être obligé d'appeler la prison pour lui dire, regarde, je suis en dedans, je suis pas sûr de me sortir pour être marié, pour me marier. Fait que finalement, je vais sortir à temps. Mais là, j'ai plus d'emploi. Puis là, il m'explique que la danse du dollar, c'est le fun. On joue de la musique, les gens, ils épinglent là, de l'argent après toi pour avoir le droit de danser avec toi. Fait que j'ai dit, c'est excellent. J'ai dit, pars la musique, je vais te dire quand arrêter. Puis finalement, il a joué longtemps. Puis j'ai ramassé 700 $. Il y a longtemps de ça, en 1975. Fait que je vais partir, on était à la Chine, je m'en vais, j'ai l'intention de bien traiter ma nouvelle épouse. Je vais l'amener au chute Niagara, mais j'étais assez sous qu'à Dorion, j'étais obligé de coucher dans un motel, puis je m'endors dans le bain. Ça va être la nuit de noces de ma femme. Le lendemain, je me lève, je suis toute fripée, là, j'ai passé une nuit dans l'eau, là, tu sais. Puis là, je me sens coupable. Fait que je vais l'amener au chute Niagara, mais là, je vais y aller en alcool, je vais y aller en excessif. Je vais prendre l'hôtel la plus proche des chutes, je vais prendre la chambre la plus haute, je vais faire du champagne, puis 3 jours après, on revient, puis une crise de scène. Ça n'a pas de bon sens. Puis ma vie n'a pas de bon sens là, puis elle va commencer comme ça, puis elle va continuer comme ça. Ma femme, elle travaille dans un entrepôt depuis 3 ans quand on se marie. Fait que moi, je viens de perdre mon emploi à cause de la police qui est venue me chercher. Là. Fait que je vais lui vendre l'idée de continuer à travailler, puis que moi, je vais m'occuper de la maison. Fait que je vais inventer l'homme rose. C'est moi qui ai inventé ça. C'est ce que je vais faire. Je vais regarder la maison propre. Ma femme arrive de travailler 4h30. J'y fais à souper. J'ai comme quand même un certain respect de mon emploi d'homme rose. Fait qu'à 5h30, le souper est fini. Je mets la vaisselle dans l'évier parce que depuis mon expérience du bain toute la nuit, là, je veux plus jouer dans l'eau. J'aime pas ça, être fripé. Fait que je fais même pas la vaisselle. Puis je me sauve à la taverne jusqu'à temps que Gaétan me mette dehors à minuit moins quart. Puis ça, c'est à tous les jours. Quand je me lève le matin, là, moi, j'ai 20 ans. Je me suis marié à 19. Là, puis je me souviens, là, à 20 ans, ma première fille va venir au monde de ce mariage-là. Puis je me souviens, quand me levant le matin, je suis dans la bière jus de tomate, à tous les jours. L'exemple qu'on entend souvent d'en haut d'un cocombe qui devient cornichon, pickle, moi, je vais la traverser, cette ligne-là. Mais j'ai jamais eu idée, j'ai jamais vu quand je l'ai traversé. Moi, quand je me lève le matin, la bière jus de tomate, c'est parce que je vais me buzzer, je vais me partir avec un buzz, mais je suis pas conscient qu'à un moment donné, je vais venir pickle, puis c'est de l'alcool qui va prendre le contrôle de moi. Ça, je le vois pas, ça. Moi, je suis encore dans le même état d'esprit que quand j'ai 13-14 ans. Je suis obligé de dire qu'avec le recul, j'ai comme l'impression que le fait de me geler la tête tout le temps, j'ai pas évoluer émotivement. Tantôt, quand je vous donnais l'exemple de la petite fille qui va me tordre puis qu'avec l'alcool, j'ai enterré ça, j'ai l'impression que l'alcool va me détacher des expériences émotives nécessaires pour que j'évolue. Puis que je devienne comme un adulte, en tout cas au niveau émotif. Puis, quand je me regarde dans les années de mariage, c'est comme si j'avais le même comportement quand j'ai 13-14 ans, mais là, je suis marié. Il va venir un enfant au monde à 20 ans. 2 ans plus tard, il va venir un autre enfant au monde. Puis ma femme, j'ai dit, retourne travailler, continue à travailler. Puis là, je vais devenir un Mr. Mom. Je vais m'occuper des enfants. Fait que j'ai inventé l'homme rose, puis Monsieur Moment, tu sais. Puis c'est ce que je vais faire. Je vais m'occuper des enfants. Puis d'ailleurs, je vais vous conter tantôt comment ça se passe. Vous allez voir, c'est tout un numéro. Bon, merci l'homme rose. Ça me rappelle des souvenirs, ça, l'homme rose, puis le dad mom. Ça me rappelle beaucoup de souvenirs. Merci d'avoir parlé.
On entend souvent ça dire que moi j'ai la maturité émotionnelle d'un enfant de 13 ans. Des processus normaux de deuil, de peine, tout ce qu'on enterre. Merci d'en avoir parlé. On va prendre une pause et on vous revient pour la suite. Si l'alcool a perdu de son charme pour toi et si tu ne peux pas arrêter de boire, j'ai fait quelque chose et ma vie a changé. J'ai maintenant des amis qui m'acceptent pour ce que je suis. Nous sommes dans l'annuaire téléphonique, votre journal local ou sur le web. Les Alcooliques Anonymes. Vous écoutez présentement l'émission Un jour à la fois en compagnie de Luc et son équipe. Nous sommes de retour à l'émission Un jour à la fois. Nous avons un site internet pour notre émission de radio. Ce site est unjouralafoi-émission.org. Vous allez trouver la liste de nos radiodiffuseurs et les horaires de diffusion. Vous pouvez aussi accéder à Un jour à la fois par le site internet de la région 87, aa87.org. Vous aurez de plus accès à nos enregistrements sous forme de podcasts pour 2020, 2021, 2022 jusqu'à aujourd'hui, ainsi qu'aux archives de partage radio. Les podcasts peuvent s'écouter sur la plateforme de votre choix. Si vous voulez venir partager votre histoire personnelle, vous n'avez qu'à nous écrire à l'adresse courriel disponible sur le site de l'émission. Notre studio est situé au bureau des services régionaux, au 3920 rue Rachel-Est à Montréal. Je serai heureux de vous accueillir ainsi que mon équipe. Vos commentaires sont également les bienvenus. Nous revenons en studio avec Clément. Vous avez laissé sur le dad mom à la maison et il avait inventé ça. Alors, je vous laisse continuer de découvrir son histoire. Merci. Je vais te conter comment ça marche, monsieur Moment. Je me lève 11h30, midi moins quart, parce que je me suis couché bien sous. Puis là, j'entends pleurer. Là, je suis rendu avec 2 enfants. Fait que je vais dans la chambre, puis là, je vois qu'ils ont les couches tout trempées, tout même complètement détrempées. Fait que là, j'enlève ça, puis là, je vois qu'ils ont les fesses rouges. Fait que je fais le mal un peu, je nettoie ça, mets de la poudre, remets des couches. Je m'en vais, là, je fais le cheap un peu. Je m'en vais prendre 2-3 bières, puis pouf, c'est fini, c'est parti, je me sens bien. Puis là, je suis avec les enfants, j'en mets une dans le parc, une sur la bédaine, puis je passe l'après-midi à écouter des programmes à TV. Moi, c'est ça qu'un Mr. Mom fait, tu sais. Ça n'a pas de bon sens, mon affaire, tu sais. Mais je le vois pas. Ma femme arrive le soir, je fais à souper, je fais ça dans l'évier, puis je m'en vais à la taverne. D'ailleurs, à la taverne, pour ceux de ma génération, tu as toujours la même table. Moi, toujours la même taverne, d'ailleurs. Moi, à ma taverne, ma table, on est 3. Il y a Raymond, il y a Martial, puis il y a moi. Raymond, c'est le pusher de la chaîne. Martial, c'est un bon chum, mais lui, il est pogné sa machine à poker. Il a comme un problème chronique, là. Mais on est toujours ensemble tous les jours, à tous les soirs. Puis Raymond, étant donné qu'il est pusher, il va me traiter avec toutes sortes de produits gratis. C'est son ami. Fait qu'il m'amène, on appelle ça des échantillons. Fait qu'il m'amène, je vais essayer toutes sortes de cochonneries du temps, là, champignons magiques, toutes sortes de patentes bizarres, tu sais. Puis ça, c'est mes soirées. Puis le téléphone sonne, ma femme essaie de me rejoindre, je fais signe au waiter que je suis pas là, puis le lendemain, je m'en vais chez nous. C'est fou, là. J'ai 23, j'ai 24 ans, j'ai une vie devant moi. Je vais... de temps en temps, je vais faire des démarches pour des emplois quand ma femme me met le dos au mur, à force de critiquer. Puis là, je vais faire l'effort d'aller me trouver quelque chose, mais comme je suis paresseux, ben je suis pas très vaillant. Puis de toute façon, à 23, 24 ans, moi, je bois tellement que ça job, je veux boire aussi. Ouais. Ça fait que je me souviens, là, j'ai travaillé dans un hôtel waiter sur des banquets. Puis une fois, le banquet, il y avait du champagne ou du vin à table. Là, fait que je vais ramasser les fonds de verre, puis je vais aller boire ça à cachette en arrière des machines à laver, tu sais. Puis la sécurité, j'ai pas pensé qu'il y avait des caméras dans les hôtels. Fait que la sécurité, ils vont me voir boire, puis ils vont me mettre dehors. Il faut que je dise que moi, j'ai toujours pensé que j'étais intelligent. Puis j'étais obligé de dire que je pense vite, mais je réfléchis très lentement. On appelle ça un impulsif, tu sais. Moi, j'agis sur le buzz, puis je pars, puis dans l'action, puis les résultats, j'y pense pas. Les conséquences, j'y pense pas. La vie va continuer, les déboires que ma famille va vivre, ça va s'accentuer.
à la pause, pendant le break, on a parlé des difficultés qui s'accumulaient. Moi, je vais me faire couper le téléphone souvent, mais de temps en temps, je vais me faire couper le téléphone. Puis dans des situations où il fait fret, là, c'est pas une bonne idée de faire couper l'électricité. Mais l'argent, le peu d'argent qu'on a, je m'en sers d'une grosse partie. La belle-mère, moi, je l'aime pas bien, ma belle-mère, puis elle non plus. Je pense qu'on n'a pas une relation loving. Tous les vendredis, elle vient avec 2 sacs de métro. Puis elle met ça dans le frigidaire. Elle nourrit mes enfants, la madame. Mais dans mes années, moi, je suis de la génération où l'homme est encore le pourvoyeur. Fait qu'elle me blesse dans mon amour-propre. Elle met à manger dans le frigidaire, elle joue avec les petits-enfants, puis elle s'en va après. Puis j'ai le front de donner de la merde à ma femme. Parce que je suis blessé dans mon amour-propre. Ta mère, qu'est-ce qu'elle fait là? Pour qui qu'elle me prend? C'est moi l'homme ici. Puis c'est quoi l'affaire d'amener du manger? Puis j'ai de l'air de quoi, moi? Puis pourtant, je suis là. C'est incroyable. C'est incroyable comment on peut venir inconscient au niveau de sa réalité. Tu sais, moi, tranquillement, là, sans le savoir, je vais me commencer à vivre dans un monde à part. Tu sais. Ma famille va être là, alentour de moi, mais moi, je vais être à part. Un peu comme je vous disais au début que ma personnalité fait que je me sens seul avec une foule. Dans une foule, je me sens seul quand même. Bien, chez nous, là, c'était rendu comme ça. Là. Il y avait ma femme, mes enfants, puis moi. On n'est jamais une famille. Il y a la famille et moi. Je suis à part, tu sais. Elle va retomber enceinte, puis là, elle va décider de me donner un ultimatum. Elle veut faire chambre à part. Ça va me secouer. Un matin, je m'en vais aller me chercher de la bière, puis j'en ai plus, là. Puis je réalise que là, j'ai 27 ans, qu'elle est encore enceinte, que j'ai 2 enfants à part de ça, que je m'en vais nulle part dans la vie, puis que quelque part, je fais du dégât, là, tu sais. C'est la première fois que j'allume. Ça fait 8 ans que je suis marié. Là, je réalise qu'il y a une famille qui dépend de moi. La maladie de l'alcoolisme, là, quand on dit l'égoïsme, l'égocentrisme est la source de tous nos problèmes, là, oui. Ben moi, j'ai trouvé que l'égocentrisme... pour l'imager, là, moi, j'ai toujours l'impression que c'est comme si j'avais eu la tête rentrée dans le nombril. Je suis pas capable de voir alentour de moi ce qui se vit. Je suis jamais capable d'avoir une vue d'ensemble sur ma réalité à moi et mes proches. C'est un peu comme, j'en parle souvent avec mes amis, là, comme exemple, pour moi, c'est la face collée sur l'arbre, tellement proche que je vois juste le tronc. Je suis plus capable de voir la forêt dans laquelle je suis. Pour moi, ça décrit très bien mon état d'âme à ce moment-là. Là, quand je vais être au dépanneur, là, j'achète ma bière, puis là, je réalise que je la vois, la forêt. Là. Pour la première fois, je vois la forêt 8 ans plus tard. Tu peux-tu être gelé plus que ça? Ça se peut pas. Fait que là, je vais prendre une décision. Première décision intelligente, là, depuis... Même, je pense pas que c'est une décision intelligente d'y offrir de me marier, là, mais première réellement intelligente, je pense que c'est la première. Je vais décider d'essayer de changer les choses. Puis j'ai comme une volonté déchaînée un peu quand je décide de quoi. Moi, je vais foncer. Un impulsif, là, je vous ai dit, je réfléchis pas. Fait que je vais me donner à fond. Je vais trouver un emploi où je vais avoir de l'avancement rapidement. Puis je vais pas dîner à la taverne parce que je sais que c'est dangereux. Je vais juste le soir voir mes amis. Le soir, ça n'a pas changé. Là. Je vais consommer à tous les jours pareil. Mais le soir seulement. Fait qu'à la fin de l'année, j'ai l'impression que j'ai le contrôle. La belle-mère, elle vient plus amener du manger. Je me fais plus couper l'électricité. Je me fais plus couper le téléphone. J'ai l'impression que j'ai le contrôle. Ouais. Pour un alcoolique, c'est très dangereux, ça. Là, ça s'appelle une pente glissante. D'ailleurs, c'est ce qui va m'arriver. Le patron au-dessus de moi s'en va. On pense à moi pour candidat. Pour le poste. Les boss au-dessus sont à Winnipeg, ils viennent à Montréal, ils passent une annonce dans le Journal de Montréal. En tout cas, il y a beaucoup de candidats, mais moi, je fais partie des candidats. Puis comme ça fait 1 an qu'ils m'ont vu aller, ils ont confiance en moi, puis ils vont me donner le poste. Là, je vais tomber... va tomber des nues. Tu sais, il va tomber un peu fou, là. Je vais avoir une carte d'affaires, c'est écrit directeur administratif. Tu sais, je suis un tout nu, moi, là. Le directeur administratif, c'est juste en dessous du pape, là, tu sais. J'ai un char fourni, j'ai un compte de dépenses, j'ai un bureau qui barre, je suis en charge de 117 employés, là. C'est comme...
Ça n'a pas de bon sens, là. Tu sais, il y a le pape, puis il y a Clément, tu sais. fait que je vais regarder comment est-ce qu'on fait. Puis un directeur administratif, je vais me vendre l'idée que ça rentre à 10 heures, ça va dîner à 11 heures, ça revient à 2 heures, puis ça part à 4 heures. C'est ça que je vais faire. Tu sais, moi, le bureau au bar. Fait que quand j'arrive, je suis déjà chaud, là. J'ai bu chez nous. Là, à 10 heures, je barre mon bureau, je sors le cognac. J'ai du cognac dans mon tiroir. C'est un patron. Patron, ça se traite. Fait que je me traite. Café cognac à 10 heures. Fait que aux danseuses à 11 heures. Je reviens à 2 heures, je suis bien chaud. Je bois sa job. J'ai même eu le front. Une fois, il y a un employé dans le en arrière, dans l'usine. Il me dit, on a trouvé des canettes vides. C'est les miennes. Mais moi, je vais faire une scène là, pour quel employé, puis je vais sortir un mémo, puis je vais faire... Tu comprends? J'ai une façade à protéger. À la fin de l'année, ils rouvrent des terrasses à la Chine, puis je vais trouver qu'un directeur administratif au soleil sur une terrasse, ça a de la classe. Fait que je vais aller me tenir là. Il faut que je vous dise que moi, mon linge de directeur administratif, c'est mon habit de noces. Fait que ça fait 9 ans que je la mets à Pâques, à la fête des enfants, à l'Halloween, à l'Action de grâce, au jour de l'an. J'ai toujours cet habit-là sur le dos. C'est la seule que j'ai. J'ai plus de barres. Les barres de pantalon, je n'ai plus, c'est de la frange. Tu sais. Puis l'alcool a fait son dégât sur mon corps. Fait que j'ai juste deux c'était des vestes, là, des complets 3 pièces. J'ai juste les 2 premiers boutons qui attachent. Le reste, c'est trop. La bédaine m'a enflé avec la bière. J'ai de l'air d'un oiseau, tu sais, ça a de l'air... Je vais aller maintenir une terrasse au gros soleil arrangé de même. Le pusher du bar en question va voir que je suis un bizarre. Il va venir m'offrir gratuitement. Je suis habitué, j'ai le pusher à ma taverne. Il va venir m'offrir un petit papier blanc là, que je connais pas. Puis il m'explique que c'est de la coke. Moi, je connais pas ça. Moi, j'ai pas... mettons que j'ai pas beaucoup de moyens. Mais c'est gratis. Je suis habitué gratis. Fait que je vais aller aux toilettes, je vais faire son produit, je vais ressortir, je vais lui dire « je sens rien ». Il va m'en donner un autre. Cette poudre de coquerelle-là va faire que je vais être capable de boire sans effet. Je vais être capable de rester douette puis de m'en aller chez nous, puis ma femme elle pense que j'ai pas bu, puis pour moi, ça va être une révélation. J'étais le genre d'alcool où je prenais une bière, je venais tout de suite les yeux vitreux, on savait tout le temps quand j'avais bu. Puis ma femme, avec son regard assassin, là, j'étais content en crise d'avoir trouvé une solution. Fait que le lendemain, je vais aller voir le gars, et puis je vais vous conter qu'est-ce qui est arrivé après. Merci Clément de nous conter la poudre à coquerelle. C'est vrai que toi, tu s'enchaînes des fois rapidement, puis par des bonnes idées qu'on pense avoir sous le coup de l'impulsion, puis après ça, on se fait ouf. On va prendre une courte pause et on vous revient. Je me sentais seule, angoissée, agressive, et je m'apitoyais sur mon sort. Je voulais juste mourir. C'est pourquoi je continuais à boire. Personne n'aurait pu vivre un tel cauchemar. Puis j'ai assisté pour la première fois à une réunion des AA. À mesure qu'elle se racontait, j'ai découvert que toutes ces personnes avaient connu le même enfer. Je n'étais donc pas la seule. Elles m'ont aidé à cesser de boire et m'ont redonné le goût de vivre. Les alcooliques anonymes, ça fonctionne. Cherchez-nous dans l'annuaire téléphonique, dans votre journal ou sur aa.org. Vous écoutez présentement l'émission Un jour à la fois, en compagnie de Luc et son équipe. Nous sommes de retour à l'émission Un jour à la fois. Si vous souhaitez en apprendre davantage sur le mouvement des alcooliques anonymes, allez consulter le site officiel des alcooliques anonymes du Québec sur aa-québec.org. Ce site contient une foule d'informations sur cette grande fraternité. Entre autres, si tu ressens le besoin de parler, le numéro de la ligne d'aide téléphonique de ta région s'y trouve. Appelle, n'hésite pas, il y a quelqu'un pour t'aider et t'écouter. Si tu cherches une réunion, la liste des réunions à travers le Québec est affichée à cet endroit. Même les réunions en ligne sur Zoom et par téléphone sont offertes. Il y a des réunions tous les jours, 7 jours sur 7. Nous allons retrouver notre invité Clément pour le dernier segment qu'on rentre dans le vif du sujet. La destruction de l'alcoolique, le bas fond, la déchéance, où c'est qu'on se relève. Alors, je t'écoute, Clément. Merci, Luc. Oui, cette séquence-là, c'est comme la mort dans l'âme, là. C'est ce qui va arriver. La cocaïne, la consommation va durer juste 6 mois, mais je suis tellement avancé dans mon alcoolisme que je vais consommer ça de la même manière que je bois.
Donc, ça va en prendre beaucoup, puis ça coûte cher, cette affaire-là. Là, je savais pas ça. Ça fait que je vais trouver une manière de voler mes employeurs. Puis pendant 6 mois, je vais consommer à outrance, parce que l'argent, je la vole directement dans les banques. Là. J'ai trouvé un stratagème là, que en 6 mois, je vais voler plus que 100 000 $, plus mon salaire, plus... ça n'a pas de bon sens. Je vais tomber à 130 livres, je vais voir des rats, je vais voir la police, je bloque tous les châssis chez nous. Là, ça va mal. Ça va m'emmener à vouloir me détruire complètement. Je me souviens un mardi soir, là, je suis dans ma chambre des maîtres parce que ma femme a décidé de faire chambre à part. Là, on n'en peut plus de mon comportement désagréable. Puis, je vois le vol, je vois que je suis en train de paranoïer, je vois qu'il n'y a plus d'issue. Puis je veux en finir, je veux plus être dans ce corps-là, je veux plus, tellement, c'est pour moi une source de souffrance. Fait que avec mon argent volé, je me suis acheté un beau couteau Rambo et un bat de baseball. Quand je sors de ma chambre des maîtres, d'ailleurs, pour aller me chercher de la bière dans le frigidaire, là, mes enfants sont là puis ils jouent. Moi, je passe en coup de vent parce que je suis très nerveux avec mon bat puis mon couteau puis je vois des rats, tu sais. C'est l'état d'âme là, que je suis, là. Je suis rendu meg, 130 livres. Fait que quand je retourne dans ma chambre des maîtres, j'ai désir de mourir. Couteau Rambo que je me suis acheté, je veux me le rentrer dans le ventre. Là, j'en peux plus de vivre dans ce gars-là, c'est trop souffrant. Mais ça fait mal, ça. Je peux vous le compter à la radio, on le voit pas, là, mais essayez de l'imager. Là, j'ai 3-4 picots rouges à la bédaine, là, puis c'est pas de l'eczéma. C'est le couteau que j'accote, puis j'essaie de pousser pour le rentrer, parce que je veux plus vivre, mais ça fait mal. Quand tu commences à pousser, ça fait mal. Fait que je fais aïe-aïe. Puis là, j'essaye à côté, puis là, je pousse encore aïe-aïe. Puis c'est ça, mes picots rouges. Fait que je vois que je suis désespéré, là. Je vois que je suis pas capable de m'enlever à la vie, mais je veux plus vivre. Là, je suis dans un dilemme où j'ai plus de solution. Mon père, qui est membre, lui, ça fait un bout que je l'évite, là. Les fêtes des enfants, je l'invite pas. On va plus chez eux. Je sors plus, d'ailleurs. De toute façon, je paranoïe. Puis ma femme a dû y en parler parce qu'un dimanche matin, il va arriver à l'improviste à 10h le matin. Il va me dire embarque dans le char, puis il va m'emmener à son meeting. Un meeting à Notre-Dame-de-Grâce, à Côte-des-Neiges, un gros groupe, là, 300-400 d'une immense salle, là. Et puis, moi, je vais m'asseoir en arrière, je suis poqué, là, il est 10h le matin, j'écoute le conférencier. Puis à la fin, mon père va dire hey, tiens, mais ça, j'ai trouvé qu'il n'y a pas de contrôle, le gars, tu sais. Puis je me vois pas, moi. Mais mon cerveau malade va enregistrer la main tendue du responsable de 12e étape. Puis ça, je l'oublierai jamais. Ce gars-là, il va dire si t'es tanné de souffrir, puis tu tends la main dehors va être là. Ouais. Puis ça, je l'ai enregistré dans ma tête fuckée. Je comprends pas, je sais pas comment. Pour moi, c'est la main tendue de l'amour de Dieu, tu sais. Parce que 2 semaines plus tard, un mercredi, là, je vais être dans ma chambre des maîtres, là, puis je vais craquer. Je vais avoir l'impression que mon cerveau pense plus à l'intérieur de mon crâne. Je pense qu'il est à l'extérieur de moi, là, tu sais. Puis une hallucination, j'imagine, mais c'était trop, là. Je vais me crisser à la terre, je vais dire, j'en peux plus. Je vais capituler, tu sais. Puis le lendemain, je vais avoir juste une obsession. Une obsession, c'est une idée que tu nourris tout le temps, dans laquelle tu fais juste virer. C'est un peu comme un hamster d'une cage, là, tu sais. Fait que l'idée que j'ai, c'est de savoir combien j'ai volé, parce que c'était tous des petits montants. Fait que je vais passer 3 jours à additionner tous les petits montants, là, que j'ai volés pour me rendre aux 100 000 $. Puis là, quand j'arrive à ça, je vais prendre la décision d'y faire face. Pour la première fois, je vais décider de faire face, prendre mes responsabilités. J'ai jamais fait ça, c'est flambette, là. Puis là, c'est la plus grande responsabilité de ma vie, puis je vais y faire face. Moi, c'est clair pour moi qu'il y a une intervention de ma puissance supérieure, parce que de moi-même, je suis pas le genre comme ça. Je vais admettre à mes employeurs, je vais admettre à ma femme, on va me mettre dehors, je vais, comme c'est déclaration volontaire, je vais partir avec une promesse de comparaître. On me met pas en prison, ma femme, elle trouve que c'est trop, elle prend les 3 enfants, elle s'en va chez sa mère. Moi, ça fait 3 jours que je n'ai pas bu, là, fait que j'ai l'impression qu'elle m'abandonne parce que je bois plus. Mais là, ça fait juste 3 jours. Puis, tu sais, elle a vécu 16 ans d'alcoolisme de Clément, mais là, parce que 3 jours, elle me croit pas, elle s'en va chez maman. Puis là, je vais tomber seul. La paranoïa de la cocaïne, la minute je suis seul, ça me monte, ça me possède, ça me paralyse, je commence à shaker, je suis pas capable de vivre seul. Je vais appeler mon père qui est membre, je vais lui compter mon affaire, puis il va m'installer dans le sous-sol chez eux, puis il va me dire, je vais t'aider, viens. Puis il va m'emmener à Alcoolique Anonyme de la plus belle manière qu'il pouvait le faire. Il
Il va m'emmener dans des petits groupes à la salle, dans son coin. Il va me présenter à 3-4 des membres, puis il va se tasser, puis il va me dire « Vis tes relations, décolle tes affaires, c'est ton mouvement. » Puis je l'ai toujours remercié de ça. On était à peu près 25 ans, jusqu'à temps qu'il décède, à se voir d'en haut. Je l'ai fait partager, il m'a fait partager. Puis d'ailleurs, pour les auditeurs, il y a des blessures, des fois, qui cicatrisent d'habitude quand on traverse avec le cheminement spirituel de A, mais il y a des blessures qui cicatrisent. Mon père, son alcoolisme, le fait qu'il est obligé de placer son fils en pensionnat, à chaque fois qu'il va partager, dans les 25 ans qu'on est ensemble, à chaque fois qu'il va partager, quand il passe cette période-là de son message où il est obligé de placer son fils parce qu'il boit trop et qu'il est peu à la maison, il part à pleurer. À chaque fois qu'il va partager pour moi dans les 25 ans. Puis à chaque mois, moi, à la fin du message, je vais lui dire « Père, voyons, ça fait longtemps que je t'ai pardonné, moi, je t'aime, tout est beau. » Mais sa blessure est restée ouverte toute sa vie. Il y a des... c'est drôle, hein? Il y a des dégâts que, peu importe les efforts que tu vas faire pour les guérir ou les cicatriser, il y en a qui vont rester, ils sont trop profonds. Tu sais, tu n'es pas capable de les traverser. Moi, quand j'ai commencé mon A, puis qui m'a laissé vivre mon mouvement, j'ai entendu, dans les premiers partages que j'ai entendus, il y a un gars qui va me dire « Ah, c'est comme une parade. Reste pas sur le trottoir à la regarder passer, embarque dans la parade. » Moi, j'ai comme besoin d'attention. Fait que dans la parade, moi, je veux être le premier avec le bâton en avant, là, tu sais. Fait que j'ai 3 mois, je me souviens, il va m'impliquer dès le départ. J'ai 3 mois, j'anime, je fais le café, puis je fais la littérature. Oui, le même soir. Dans le même meeting. J'ai comme 3 jobs. Je vole des jobs aux autres, mais je ne le sais pas. Mais moi, je suis content de participer. Puis à la fin du meeting, les gars, ils viennent me voir puis ils me donnent une tape sur l'épaule puis ils me disent « Clément, c'est super beau, 3 mois, c'est fantastique. Ce que tu fais, t'es bon, t'es bon. » Cette tape-là, moi, c'est le seul moment où j'ai l'impression que j'ai une valeur humaine positive. À part de ça, quand le meeting est fini puis je me retourne chez nous, moi, j'ai l'impression que je suis dégoûtant. J'ai l'impression que je suis un rebut à cause du mal que j'ai fait, tu sais. Principalement ma femme puis mes enfants. Je suis comme pas capable de regarder ça. Puis cet état d'être-là va m'habiter, moi, dans le mouvement pendant à peu près 10 ans. Je vais faire AA, je vais servir AA, je vais connaître des relations affectives parce que je vous ai dit que les motifs, moi, je le ramène à la sexualité. Les membres m'avaient suggéré d'être 2 ans sans relation. Moi, j'ai pas fait 2 semaines. J'ai rencontré une fille dans je pense un anniversaire, un vendredi soir, 2 semaines après. Puis j'ai passé de relation à relation malgré mon cheminement d'alcoolique anonyme. Je vais essayer de me reprendre en main. La cocaïne, il va prendre 2 ans à peu près pour réellement sortir de mon organisme. Ça va être long et pénible. Les poussées de paranoïa qui vont m'habiter là, sur une base régulière. Et je vais recommencer à travailler à peu près 1 an et demi. La prison, ça va se régler par des fins de semaine. Pourtant, c'est comme un vol que les avocats parlaient de 3 à 5 ans de prison. Tu sais, je crois que Dieu s'est encore manifesté dans ça. Je vais tranquillement commencer à vivre à A, puis je vais essayer de mettre en pratique ce qu'on va me suggérer. On va me suggérer de prendre un parrain. Fait qu'à peu près dans le même temps, là, où j'ai 3 jobs, là, je suis avec mon père un samedi après-midi, il me donne un coup de coude, puis il dit, ce gars-là, ça te ferait un bon parrain. Puis je dis, c'est un malade. Il dit, oui, il te ressemble. Je vais demander à Richard de me parrainer. Puis 2 ans de temps, Richard, ils vont me faire un très beau cadeau. Ils vont m'amener à faire une 4 puis une 5 à peu près à 6 mois de mouvement. Puis ça va me dégager d'un paquet de culpabilité envers principalement mes enfants. Ça fait énormément de bien. J'en parlais justement avec mon chum l'autre fois. Quand j'ai sorti de la 5e, j'avais l'impression que je marchais sur le trottoir, mais que je touchais pas à terre. Il y avait comme un coussin d'air en dessous de mes pieds. Puis, ouais, c'était fantastique, la libération que j'ai vécue. C'était pour moi ma première réelle expérience spirituelle après le bas fond du mercredi soir dans ma chambre où j'ai craqué. À peu près 2 ans de mouvement, je vais avoir besoin d'un guide spirituel parce que j'ai compris d'en haut que l'aspect de Dieu, c'est important. Puis j'ai besoin de me trouver une puissance supérieure que moi, je peux adopter. Dans le pensionnat, moi, ce qu'on m'a montré, c'est un triangle avec un œil dedans, puis il te voit tout le temps. Si tu te crosses, il te voit. Tout ce que tu fais, il te voit. Fait que ça marche pas. C'est pas... mettons, il n'y a pas beaucoup d'amour là-dedans. Fait que AA me suggérait de me trouver un Dieu d'amour. Fait que je vais entendre un monsieur partager, puis je vais demander de me parrainer, puis je vais être une quinzaine d'années, 13-15 ans avec lui. Il va devenir mon meilleur ami. Ils ont des atomes crochus naturels, puis il est plein de spiritualité. Lui, il va m'emmener à travers beaucoup d'efforts puis de travail à me faire une spiritualité qui va faire mon affaire. Puis là, je me
rendre compte qu'avec le recul, c'était le moment charnière dans ma vie. Parce que mes étapes, pour être capable de les pratiquer avec sincérité, j'ai besoin d'avoir une puissance supérieure dans laquelle je peux avoir confiance, je peux avoir foi, puis qui me fit avec moi. Fait que jusqu'aux 10 ans de mouvement, quand je vous disais que je me suis sauvé à travers la sexualité dans les relations, en même temps, moi, dans cette période-là, je vais chercher une figure spirituelle qui va faire mon affaire. Et puis, après 10 ans, là, je vais me ramasser en thérapie parce que les relations affectives, je vais me rendre compte que je suis dans la difficulté. Je vais me rendre compte que je suis dans la malhonnêteté, puis je serai plus capable de vivre ça. Je vais me ramasser en thérapie. Merci Clément, ça finit tellement bien, la spiritualité, Dieu, les étapes. Je tiens à remercier tous les participants à cette émission, notre invité Clément, nos auditeurs, l'équipe de l'émission, les collaborateurs et radiodiffuseurs. Ici votre animateur Luc, à très bientôt.